Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, droit de réponse d'Afrique Média, lutte contre Boko Haram, Syrie et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire et la commémoration du 29 novembre 2011, jour de déportation du président Laurent Gbagbo. Ce samedi, le COJEP, sous la direction de Bitra Agénor Youan, commémore ce jour et rend hommage au président Laurent Gbagbo au baron de Yopougon. Le FPI, Front Populaire Ivoirien, y est présent avec des membres influents de sa direction. L'ambiance est excellente, image Picargue, tête blanche. Texte de Fier Ivoirien. C'était hier, les dignes et valeureux fédéraux et leurs délégués de la JFPI ont communié avec leur direction. Ils ont réaffirmé leur soutien sans faille au président Laurent Gbagbo, pris en otage par la communauté dite internationale, pour qui ils ont réclamé la libération immédiate. Ils ont aussi réclamé la libération de tous les prisonniers politiques, le retour sécurisé de tous les exilés. Enfin, ils ont réclamé à la communauté internationale une commission d'enquête en vue de faire la lumière sur tous les crimes du régime dictatorial de M. Alassane Dramane Ouattara. Tout ceci couronné par un soutien avec force aux dernières résolutions et décisions du comité central du parti. Serge Pélé. Mali, Kidal. 2 soldats guinéens ont été tués ce samedi 28 novembre 2015 lors d'une attaque d'hommes armés à la base de la MINUSMA, mission intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali, à Kidal. Outre ces 2 soldats, une autre personne travaillant pour le compte des Nations Unies a été tuée. L'attaque, qui se serait passée vers 4 heures du matin, a fait une vingtaine de blessés. Burkina Faso. Le Premier ministre burkinabé Isaac Yacouba Zida passe désormais du grade de lieutenant-colonel à celui de général de division grâce à un décret présidentiel pris le soir du 27 novembre 2015. Tout de suite, les titres de l'actualité en Guinée équatoriale. Une église tout en flammes à Rebo-la-Bougade, située à une quinzaine de kilomètres de la cité capitale dans la banlieue est, où les pompiers, bien qu'arrivés en retard sur les lieux et la population ont fait les mains et les pieds pour essayer de sauver les meubles et de circonscrire l'expansion du feu. Au finish, ce lieu saint a été réduit en cendres et lambeaux à l'issue de cet incendie dont les causes restent encore inélucidées. Une banque de sang en cours de construction à Riaba dans la province de Bioko Sud. Les travaux initiés en septembre 2014 par l'entreprise nationale Sodicompte seront livrés à l'État en mars 2016, assurance du maître d'ouvrage qui a reconnu certes le ralentissement du chantier qui a repris de plus belle. Cet immeuble qui affiche déjà fière allure jouxte les 930,6 mètres carrés et va approvisionner en sang les différents centres de santé avoisinants. L'arrondissement de Riaba qui va également inaugurer incessamment un nouveau centre de santé dont le chantier est exécuté ici par le géant égyptien du Zénith civil Arab Contractor. Cet hôpital, déjà dans toute sa splendeur et hautement équipé, offrira entre autres services l'accouchement, la chirurgie, la pédiatrie, la radiographie, l'échographie et les consultations. 5e foire exposition des produits égyptiens. Le président de la chambre de commerce de Bioko, Grégory Obokamo, monte au créneau pour s'assurer de la quiétude de cette plateforme commerciale et du foisonnement des peuples. Installé ici en face de l'Université nationale de Guinée équatoriale, dans l'enceinte de l'hôtel Tropicana, cette foire expose durant une douzaine d'heures tous les jours ouvrables des produits de fabrication égyptienne entre la couture, l'électrodomestique et la décoration. Justitia Omnibus, le nom du buffet d'avocats inauguré hier au campus universitaire de Malabo par le recteur Philbert Tontutu-Mandiaman-Chama en présence du corps professoral, étudiants de la faculté de droit et les hommes de loi. Ce cabinet d'avocats vient renforcer la faculté des droits de l'Université nationale de Guinée équatoriale pour former une élite législative nationale intègre, professionnelle et de probité. Tout de suite, droit de réponse d'Afrique Média. À Bata, il y a eu des panélistes qui ont fait un accident. Béni Christ sur ce plateau était dans le véhicule qui a fait l'accident et tous ces panélistes ont été pris en charge par le gouvernement de la Guinée équatoriale. Le PDG, bien sûr, prenait en charge et leurs soins dans les hôpitaux. Ils ont été soignés dans l'un des meilleurs
hôpital de ce pays. Et je crois que même c'était la grand-mère d'Obama était dans cet hôpital. Ils étaient logés dans des meilleures conditions. Mais d'où vient-il que des gens puissent lancer une campagne, des attaques personnelles contre le président d'Afrique Média sur Internet, en disant, et même dans la presse et d'autres moyens, pour saper son image et saper l'image de cette chaîne de télévision. Et nous disons donc que tout cela relève encore de la pauvreté morale. C'est encore une forme de terrorisme intellectuel et c'est encore une forme de détournement de la vérité. Merci Christian. Bami, pour cette conclusion générale, vous avez essayé de brosser en tout cas les différents thèmes que nous avons abordés durant cette soirée. Vous êtes également revenu sur ce problème-là, justement, que le docteur Béni Chris, en tout cas, il nous a expliqué à l'entame de cette émission. Je pense que les téléspectateurs d'Afrique Média ont bel et bien compris ce qui s'est réellement passé. Tout de suite, lutte contre le terrorisme. Davaris Ngoudjou, on sait justement que les chefs d'État du Mali, du Niger, de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Tchad s'étaient réunis ce 20 novembre dans le cadre du G5 Sahel, dans le but justement de faire avancer ce projet de système de communication informatisée et sécurisé pour échanger les renseignements. Est-ce que vous pensez que c'est un projet porteur pour la lutte contre Boko Haram? Ça, c'est un projet et non seulement porteur, même indispensable, Manuela, pour la lutte contre Boko Haram. Globalement, c'est très important de savoir exactement où nous sommes dans la lutte contre Boko Haram. Il y a de cela quelques mois, quelques années, Boko Haram était sur une posture offensive, c'est-à-dire attaquer nos troupes au niveau des pays, dans la globalité, de manière asymétrique. La plupart du temps, nos pays, nos troupes étaient sur une phase défensive, donc défendaient le territoire. Mais en réalité, de nos jours, la guerre a changé de phase. Nous sommes en train de passer à une autre phase. C'est même une des raisons pour lesquelles ces chefs d'État se sont réunis. Boko Haram est tellement affaibli qu'il est entrepris actuellement de passer par une autre phase qui est le mode kamikaze. Et quand on fonctionne en mode kamikaze, il faut s'adapter. Parce que votre thème, c'est le rôle de la police par rapport à la lutte contre Boko Haram. La police, ou alors disons les forces de sécurité en général, mais les forces de sécurité intérieures qui incluent et la police et les forces de gendarmerie a deux rôles. Il y a ce qu'on appelle de l'antiterrorisme et ce qu'on appelle le contre-terrorisme. De l'antiterrorisme, ce sont des cellules pour la prévention, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas encore touchées par le terrorisme, prévenir que ce phénomène n'arrive dans ces zones-là. Le contre-terrorisme, c'est d'enlever cela ou alors de déraciner cela où ils sont déjà impliqués. Il y a des possibilités. Ce qu'en réalité, il y a cela quelques années, en fait, ne nous leurrons pas, les forces de police dans beaucoup de pays africains étaient beaucoup plus chargées de traquer les opposants. C'était beaucoup plus des forces qui avaient une visée politique. Mais de nos jours, il y a de nouveaux objectifs qui sont en train de se fixer. Elles sont en train de s'adapter. Elles vont s'adapter comment? En matière de renseignement. Et en ce qui concerne le renseignement, il y a le renseignement technologique. C'est d'où le G5, d'où les champs de l'information. C'est l'une des variables là-bas. Le renseignement technologique, mais surtout le renseignement humain. Pourquoi? Parce que le terrorisme, particulièrement Boko Haram, c'est les kamikazes, c'est les personnes asymétriques, c'est les gens qu'on n'identifie pas facilement. Et il y a ce qu'on appelle le renseignement humain. Pour avoir un vrai renseignement humain, il faut de l'infiltration. Pourquoi? Parce que Boko Haram, ce n'est pas une plante qu'on va arracher du jour au lendemain. Il faut s'infiltrer parmi eux, il faut étudier les comportements, il faut les détruire. Et cela va prendre du temps. D'où l'importance pour nos forces de police et de sécurité de nos jours de réorienter leurs objectifs vers cela. Parce que beaucoup de nos forces de sécurité sont en train de faire beaucoup d'efforts, mais il y a de cela beaucoup d'années, les forces antiterrorisme n'existaient pas au niveau des forces de police. Il y a peut-être le GSO, le groupement spécial d'opération, il y a le GIG au niveau de la gendarmerie qui fait beaucoup d'efforts, mais ce n'était pas les réalités de chez nous. Et les formations, les recyclages doivent être ancrés dans ce sens-là. Et nous ne sommes pas les seuls. Beaucoup de pays, même européens, ne sont pas confrontés à ces réalités-là. Donc nous devons nous concentrer, acheter du matériel. C'est vrai que le président de la République du côté du Cameroun fait les efforts dans ce sens, acheter des drones, acheter du matériel de surveillance d'intelligence de pointe, mais surtout, ça c'est très important, mais surtout veiller à ce que la population puisse collaborer, pas les comités populaires, qui comme ça se passe déjà à Maroua. Et n'oublions pas que le renseignement s'achète, et cela s'achète très cher. Payer des personnes, payer des agents, payer les indices qui sont infiltrés au sein de ces personnes-là, de pouvoir donner les informations pour prévenir que cette gangrène puisse frapper et continuer à enlever les vies comme ils sont en train de le faire. D'accord, M. Davaris, outre justement l'aspect militaire, vous avez parlé tantôt de l'implication également de la population. On va prendre
on va essayer avec cette solution. Là, on prend le cas de la Mauritanie où depuis 2011, c'est relativement calme de ce côté-là. Voilà. Là-bas, on s'est concentré sur d'autres problèmes tels que les trafics de drogue, par exemple, l'implication des élites religieuses et puis la création d'une radio de Coran. Et le résultat, près de 60% de terroristes se sont repentis. Est-ce que là n'est pas aussi un exemple à suivre? Au-delà, est-ce que la guerre Boko Haram aujourd'hui se limite encore à l'aspect militaire? Mais pas seulement à l'aspect militaire, c'est pour toucher même le fondement. Et c'est même là la solution principale, Manuela. Non seulement par rapport au combat de Boko Haram, même également au combat ou alors le flot de la corruption dont on a débattu dans le premier thème. Ça veut dire quoi? C'est la conscientisation. Et la conscientisation commence au niveau de la cellule familiale, au niveau de l'atome familial. Ça veut dire quoi? C'est des parents qui commencent à sensibiliser leurs enfants, à éduquer leurs enfants. Ensuite l'école, ensuite la radio, etc., etc. Même les émissions que nous faisons sur les plateaux comme Afrique Média. En réalité, ça rentre dans la sensibilisation. Et la population est touchée. La population est sensible. Ça veut dire le combat n'est pas seulement sur le terrain avec les gens. Pourquoi? Parce que un humain ou alors un Africain qui n'est pas sensibilisé, qui n'est pas éduqué, est une proie facile pour Boko Haram. C'est ce qui se passe pour Daesh. Mais quand des personnes sont éduquées et sont sensibilisées, ça devient de plus en plus difficile pour elles. Prenons une anecdote. Il y a de cela environ une semaine, il y a eu des filles, des jeunes filles qui ont dénoncé, qui ont touché des personnes du comité populaire au niveau de Mora, parce qu'il y avait des jeunes hommes qui sont venus avec la moto déposer un certain nombre de grenades. Parce qu'ils avaient possible un dortoir de la police. Pourquoi? C'est parce que ces enfants ont déjà été sensibilisés. Ce qui fait que c'est plus facile de pouvoir les corrompre et les amener dans ce sens-là. Donc, si on les sensibilise, on peut donner le meilleur de soi pour combattre. Tout de suite, actualité en Syrie. Les avions de l'OTAN devront obtenir le feu vert de Moscou pour survoler la Syrie suite au déploiement des missiles sol-air russes S-400 Triumph dans ce pays. Voilà ce qu'a rapporté la chaîne de télévision américaine CNN. Les missiles S-400 ont une portée suffisante pour couvrir l'ensemble de la Syrie, ce qui signifie un contrôle total de l'espace aérien de ce pays par Moscou. Voilà ce que note CNN. Le radar du S-400 est capable de viser simultanément 300 cibles et possède une capacité d'antimissile. 72 missiles peuvent y être chargés simultanément. En réponse à Erdogan, la Russie a demandé à ses ressortissants de quitter la Turquie. Et pour finir, actualité en France. Il y a également cette association humanitaire française qui s'appelle Perles d'Espoir, qui est suspectée d'aider le djihad en Syrie. 2 dirigeants de l'association française Perles d'Espoir ont été mis en examen la semaine dernière pour financement du terrorisme et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Voilà ce que révèle le monde.fr. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement aux déclarations et aux photos qu'il a publiées sur les réseaux sociaux au cours de ses séjours en Syrie. Quant à la présidente de l'association, Yasmine Z, elle a été placée sous contrôle judiciaire, explique Le Monde. Alors après les terribles attentats de Paris, on a cru que l'État français, on a cru que les journalistes français allaient enfin prendre conscience, allaient enfin changer leur fusil d'épaule et pointer du doigt les vrais responsables de ce massacre. Eh bien absolument pas, car notre ministre, 2 jours après les attentats, est allé faire une interview sur France Inter. Une interview hallucinante, j'en suis tombé de ma chaise pratiquement. Interview où Manuel Valls dit que le Qatar et l'Arabie Saoudite aident la France à lutter contre l'État islamique. Absolument incroyable. Alors j'invite tout le monde, j'invite les journalistes, j'invite les politiques à aller voir le dernier numéro de Al Alouf numéro 3, que nous avons mis en ligne quelques jours avant les attentats et qui explique très bien comment le Conseil national syrien a été inventé par la France, comment il a été infiltré, comment il a été aidé financièrement par les extrémistes sunnites et financé par la Turquie, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Je vous parlais de la prise de conscience dans les médias. Alors, un exemple très concret qui s'est déroulé il y a quelques jours. Un chroniqueur politique sur RMC, Thomas Guénolé, qui avait l'habitude d'intervenir sur l'antenne, s'est fait virer. Et oui, s'est fait virer parce qu'il a osé questionner les politiques sur leurs responsabilités, non pas dans les attentats, mais sur les responsabilités par rapport au manque d'équipement des policiers, au manque de préparation, etc. Voilà, donc lui, il a été renvoyé, apparemment sous pression de l'administration française. Thomas Guénolé assurait que, je cite, les brigades d'intervention manquaient gravement d'hommes et de moyens et que, je continue de citer, plusieurs policiers n'avaient ni gilet pare-balles lourd, ni casque lourd. Thomas Guénolé a confirmé son licenciement. Je cite, le directeur de la rédaction de RMC, Philippe Antoine, m'a téléphoné vendredi et dimanche soir. J'ai reçu un email me confirmant que j'étais viré. Mais comme je n'ai pas reçu de courriel formel, je me suis tout de même rendu dans les locaux de la radio ce matin, histoire de ne pas être en faute. On m'a refusé l'accès au plateau. Je peux donc dire officiellement ce matin que j'ai été viré
d'RMC. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté les Brèves.